Commençons notre quatrième capsule qui porte sur l'intimidation, le harcèlement, la maltraitance, la discrimination et le racisme. Comme d'habitude, nous remercions chaleureusement le gouvernement du Québec pour son support financier qui a rendu la création et la réalisation de ces capsules possibles. Le plan pour cette capsule, c'est de commencer par offrir des définitions des réalités que j'ai mentionnées. Par la suite, on va voir qu'en est-il du harcèlement en droit du logement. On va voir également ce que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec peut faire en droit du logement dans la défense des droits des locataires. Et on va parler également du rôle de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse sur les questions de logement. Par la suite, on va voir quelques mises en situation pour illustrer ce que je vais expliquer, disons, en théorie pendant la capsule. Et à la toute fin, nous allons voir quelques ressources qui peuvent nous offrir du support si nous subissons une de ces réalités. Allons-y avec des définitions. Pourquoi commencer avec des définitions? C'est tout simplement pour savoir de quoi on parle. C'est important de bien identifier les comportements problématiques si on veut éventuellement régler la situation, régler le problème. Pour commencer, définissons l'intimidation. Selon le gouvernement du Québec, l'intimidation, c'est des comportements, des gestes et des paroles qui sont volontaires ou involontaires, répétitifs, directs ou indirects, et dont le but est de nuire ou de blesser. C'est une définition assez large. On va observer 4 types d'intimidation qui sont identifiés par le gouvernement du Québec. Ça va nous permettre d'y voir plus clair. D'abord, il y a l'intimidation physique. Ensuite, il y a également l'intimidation verbale. Celle-ci inclut la cyberintimidation qui est en croissance malheureusement depuis un certain temps. L'intimidation sociale, c'est le troisième type d'intimidation identifié par le gouvernement. L'intimidation sociale, c'est d'exclure une ou des personnes d'un groupe. Et enfin, il y a l'intimidation matérielle, donc s'en prendre aux objets qui appartiennent à une personne ou qui font partie de son environnement. Poursuivons avec une définition du harcèlement. Pour commencer, il faut faire la distinction entre harcèlement et conflit. Parfois, les gens vivent un conflit, mais pensent qu'il s'agit d'une situation de harcèlement. Dans un conflit, les deux parties contribuent à mettre de l'huile sur le feu. Elles répondent aux attaques l'une de l'autre, souvent dans une logique d'escalade. Le harcèlement, c'est différent. En fait, dans le harcèlement, il y a une partie, un côté, qui harcèle l'autre partie, l'autre côté. On peut donc dire que le harcèlement est unilatéral. Il vient d'une seule personne, d'un seul côté. Le harcèlement, c'est également des actes répétés et insistants. Par contre, il faut également prendre en compte le niveau de gravité. Un seul geste grave pourrait être considéré comme étant du harcèlement, par exemple du harcèlement sexuel. En droit du logement, le but d'un comportement harcelant, c'est d'obtenir du locataire qu'il quitte son logement ou bien de troubler sa jouissance paisible des lieux. Je définis ce qu'est la jouissance paisible des lieux dans notre troisième capsule « Vieillir dans son logement ». Donc, il ne suffit pas qu'un comportement soit insistant, répété, grave pour être considéré comme du harcèlement en droit du logement. Ce comportement doit également poursuivre l'un ou l'autre de ces deux buts, obtenir du locataire qu'il quitte ou troubler sa jouissance paisible des lieux. C'est important de préciser que seul un tribunal peut décider si on parle légalement de harcèlement ou pas. C'est donc laissé à la discrétion du juge ou de la juge sur la base de la preuve et de sa compréhension de la loi. Parlons maintenant de la maltraitance. Et comme pour l'intimidation, nous allons reprendre la définition du gouvernement du Québec. Le gouvernement nous dit qu'il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée, donc il n'est pas obligé d'avoir un geste qui a été posé, que ce soit intentionnel ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée.
Encore une fois, c'est une définition assez large, c'est plutôt difficile de s'y retrouver. Mais je pense que les deux derniers éléments nous donnent des indices très importants. La maltraitance se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance, par exemple dans une relation au sein d'une famille. Et le dernier élément nous dit que peu importe que ce geste ou cette absence de geste soit intentionnel ou non, tant que ça se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que ça cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. Encore une fois, le gouvernement distingue différents types de maltraitance et on va les voir pour se donner une petite chance de comprendre un peu mieux. On peut parler de maltraitance psychologique, par exemple faire chanter une personne, la manipuler, l'humilier ou encore la menacer. On parle également de maltraitance physique, bousculer une personne, la frapper, une mauvaise administration de la médication également. On parle de maltraitance sexuelle, avoir des attitudes, des propos suggestifs, attouchement, agression sexuelle, également nier l'identité sexuelle d'une personne constitue de la maltraitance sexuelle. Il y a aussi la maltraitance financière, faire des pressions pour modifier un testament, détourner des fonds, gérer les biens d'une personne sans tenir compte de ses intérêts. On parle également de maltraitance organisationnelle, offrir des services inadaptés, avoir une capacité organisationnelle réduite. L'agisme également constitue de la maltraitance, par exemple imposer des normes sociales en raison de l'âge, infantiliser, etc. Et enfin, on parle de maltraitance quand il y a violation des droits, par exemple imposer un traitement médical à une personne, ne pas l'informer par rapport à ses droits, l'empêcher d'aller voter, etc. Tout ça constitue également de la maltraitance. Terminons cette partie de définition en définissant la discrimination et le racisme. Le racisme ici est vu comme une forme particulière de discrimination. Évidemment, la discrimination et le racisme peuvent se vivre en cours de bail, mais le droit du logement est plutôt silencieux à cet effet. On parle surtout de discrimination et de racisme lors de la recherche de logement quand un propriétaire refuse de louer un logement pour des motifs interdits par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Les motifs interdits sont les suivants: la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. C'est donc interdit de refuser de louer un logement à une personne sur la base de ces motifs. Et je le répète, en droit du logement, c'est dans ce contexte-là de recherche de logement qu'on peut parler de discrimination et de racisme. Maintenant qu'on a vu différentes définitions, voyons comment tout cela s'applique concrètement en droit du logement en particulier. Comme je l'ai dit, on ne parle pas directement de discrimination ou de racisme dans le droit du logement. Lorsque ces situations se vivent en cours de bail, ça va souvent être classé sous la rubrique plus large du harcèlement. Et celui-ci est formellement interdit par la loi en droit du logement. En fait, c'est l'article 1902 du Code civil du Québec qui interdit à un propriétaire d'harceler un locataire ou une locataire dans le but de troubler sa jouissance paisible des lieux ou dans le but d'obtenir son départ. C'est également interdit, toujours selon l'article 1902 du Code civil du Québec, à un ou une locataire de harceler un autre ou une autre locataire, toujours dans le but soit de troubler sa jouissance paisible des lieux, soit d'obtenir son départ. Si une personne subit du harcèlement en droit du logement, elle a des recours juridiques au tribunal administratif du logement, le tribunal administratif du logement étant le nouveau nom de la Régie du logement depuis août 2020. Si c'est son propriétaire qui est harcelant, la personne pourra commencer par mettre son propriétaire en demeure, donc lui envoyer une mise en demeure pour l'aviser qu'elle considère qu'il fait du harcèlement et qu'il doit cesser son comportement problématique, sans quoi elle le poursuivra devant le tribunal administratif du logement. Si la situation persiste, cette personne pourra donc entreprendre ces fameuses démarches au tribunal. Et au terme de ces démarches, si le tribunal reconnaît qu'elle a subi du harcèlement, il pourrait condamner le propriétaire à lui verser des dédommagements
donc à lui verser un montant d'argent. C'est ça le recours légal qui existe en droit du logement si jamais on vit du harcèlement de la part de notre propriétaire. Qu'en est-il maintenant si on vit du harcèlement ou de l'intimidation de la part de nos voisins? Bien, comme je l'ai dit, encore une fois, ces comportements-là sont proscrits par l'article 1902 du Code civil du Québec. Et rappelez-vous, pour qu'on parle d'harcèlement en droit du logement, il faut que la personne harcelante cherche à troubler la jouissance paisible des lieux ou à obtenir le départ de la locataire ou du locataire. Comme je l'ai mentionné aussi d'entrée de jeu, c'est sous la rubrique du harcèlement qu'on va parler de racisme en droit du logement en cours de bail. Le harcèlement, l'intimidation de la part des voisins peut se vivre un peu partout dans les espaces communs, sur le terrain ou dès qu'un locataire ou une locataire sort de son logement. Lorsqu'on subit du harcèlement de la part de ses voisins, on peut commencer par voir différentes options pour régler la situation. Par exemple, on pourrait commencer par proposer de faire appel à un service de médiation. Un service de médiation, ça fait en sorte qu'il y a une personne neutre qu'on ne connaît pas qui vient écouter la version des faits de chacune des parties impliquées et au terme de ce processus, la médiatrice ou le médiateur essaie de proposer une solution qui va être à l'avantage des parties impliquées. Si la médiation ne fonctionne pas ou que ce n'est pas une option envisageable pour vous, sachez que c'est votre propriétaire qui doit vous fournir la jouissance paisible des lieux. Je vous réfère à notre troisième capsule, Vieillir dans son logement pour avoir plus d'informations. C'est une obligation de résultat pour le propriétaire, il doit trouver une solution. Donc, si vous êtes harcelé, intimidé par d'autres locataires, vous pouvez vous tourner vers votre propriétaire pour lui demander de régler la situation. Enfin, que vous subissiez du harcèlement de la part de votre propriétaire, d'autres locataires ou d'autres personnes, si jamais votre sécurité est en danger, n'hésitez pas à faire appel aux forces de l'ordre. Allons-y avec un exemple pour illustrer un peu mieux qu'est-ce qui pourrait constituer du harcèlement en droit du logement. Imaginons qu'une dame qui est locataire reçoit des visites régulières de la part de son propriétaire sans avis préalable. Elle n'aime pas bien la situation, mais elle préfère ne pas réagir. Par la suite, le propriétaire continue ses visites inopinées et en profite pour critiquer le mode de vie de la locataire. Il critique la décoration, l'ameublement, l'emplacement du logement par rapport aux besoins de la locataire, etc. Après quelques temps, le propriétaire avise la dame qui veut vendre la propriété et qu'elle n'aura pas le choix de déménager, ce qui n'est pas vrai selon la loi. Et la locataire, qui est très inquiète, décide d'appeler Action Logement Lanaudière et se rend compte qu'effectivement, même si le propriétaire vend, elle ne sera pas forcée de quitter. N'empêche, le propriétaire continue ses visites en parlant souvent au téléphone avec un agent d'immeuble ou d'éventuels acheteurs et il les assure devant la dame qu'elle va partir et qu'elle n'en aura pas le choix. Ce qui est décrit dans cet exemple, est-ce que ça pourrait constituer du harcèlement selon le droit du logement? Comme je l'ai dit dans notre capsule d'introduction, on ne peut pas donner de conseils ou d'avis juridiques. Donc, on ne peut pas décider si une situation constitue effectivement du harcèlement ou pas selon le droit du logement. Mais on peut dire, à la lumière des faits qui ont été présentés, qu'il serait possible que le tribunal reconnaisse qu'il s'agit de harcèlement et qui condamne le propriétaire à verser à la locataire des dédommagements. Si on reprend la définition du harcèlement, on peut dire que les actes du propriétaire sont répétés, insistants, ils causent un état de stress et d'anxiété chez la locataire et ils visent à obtenir son départ. Donc on rencontre à peu près on rencontre tous les critères légaux qui sont énumérés pour parler de harcèlement en droit du logement. Voyons voir maintenant comment la Charte québécoise des droits et libertés de la personne peut s'appliquer en droit du logement. On a déjà vu en fait qu'elle interdit la discrimination et le racisme de la part des propriétaires envers de futurs locataires. Voyons voir maintenant qu'est-ce qu'elle peut faire de plus. Il faut noter que la Charte québécoise s'applique aux relations entre les personnes, donc elle s'applique aux relations entre les propriétaires et les locataires. Soulignons ici que devant le tribunal administratif du logement, l'article 48 de la Charte, qui protège les personnes vulnérables contre la maltraitance, y compris les aînés, a déjà été plaidé avec succès.
Ça a permis aux locataires qui ont poursuivi leur propriétaire devant le tribunal administratif du logement d'obtenir des dédommagements supplémentaires. Dans ces causes, le tribunal a reconnu que l'article 48 de la Charte renforce les dispositions du Code civil en matière de logement. Un exemple qu'on a pu observer dans plusieurs jugements du tribunal administratif du logement, vu que l'article 48 de la Charte, qui protège toute personne vulnérable, y compris les aînés, contre la maltraitance, s'ajoute à l'article 1902 du Code civil du Québec qu'on a vu un peu plus tôt, celui qui interdit le harcèlement en contexte de logement. Dans une telle situation, lorsque ces deux articles sont plaidés par un ou une locataire devant le tribunal, la personne est dédommagée pour la violation de l'article 1902, donc de l'article qui interdit le harcèlement, et pour la violation de l'article 48, l'article de la Charte qui protège les personnes vulnérables contre la maltraitance. C'est donc une avenue intéressante que les locataires ont avantage à connaître. Encore une fois, allons-y avec un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. Cet exemple est tiré d'une décision du tribunal administratif du logement. Il s'agit donc d'un cas réel et d'une véritable décision du tribunal. Il s'agissait d'une dame vivant en résidence pour aînés en RPA qui a reçu un avis d'augmentation de loyer très salé. Comme elle connaissait bien la loi, elle savait que cette augmentation ne respectait pas les critères légaux et qu'elle pouvait la refuser tout en demeurant dans son logement, ce qu'elle a décidé de faire. Une fois qu'il a appris la nouvelle, le gestionnaire de l'immeuble lui a rendu visite. Il lui a expliqué que les coûts de fonctionnement avaient grimpé, qu'il était très difficile de trouver du bon personnel et que toutes ces raisons et bien d'autres justifiaient des hausses de loyer importantes. Malgré tout, la dame a décidé de continuer à refuser. Par la suite, le gestionnaire a changé d'attitude et est retourné voir la dame une deuxième fois en se montrant très à colère. Il ne comprenait pas le refus de la dame et il lui a fait comprendre qu'il pourrait lui faire la vie dure. Elle a continué de refuser. Enfin, le gestionnaire est retourné voir la dame une troisième fois en la menaçant carrément de l'expulser au plus tard dans quelques jours. Il lui a même fait parvenir un avis écrit à ce sujet, même si ce genre de démarche est tout à fait illégal. Dans ce cas précis, le tribunal a reconnu qu'il s'agissait d'une situation dans laquelle la locataire avait vécu du harcèlement et de la maltraitance. Elle a donc reçu des dédommagements au titre qu'elle avait subi du harcèlement en vertu de l'article 1902 du Code civil, celui qui interdit le harcèlement en contexte de logement, et elle a reçu des dédommagements supplémentaires en vertu de l'article 48 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Poursuivons avec les protections que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne offre aux locataires. Comme on l'a vu, la Charte interdit de refuser de louer un logement à des personnes en vertu de motifs discriminatoires qui sont prévus par la Charte, y compris le racisme. Que faire si on vit ce genre de situation? Donc, si on nous refuse un logement pour des motifs qui sont interdits par la Charte, il faut contacter la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui va faire enquête pour voir si, selon elle, il y a bel et bien discrimination au sens de la loi. Si c'est le cas, elle peut commencer par appeler le propriétaire fautif pour lui donner la chance de se reprendre, autrement dit, pour lui donner la chance de vous louer le logement qu'il vous avait refusé. Malheureusement, rendu à ce stade, le logement a souvent déjà été loué à d'autres personnes. À ce moment-là, la commission pourrait devenir votre avocate, elle pourrait vous représenter gratuitement devant le tribunal des droits de la personne. Ce qui pourrait arriver si jamais vous choisissez cette démarche, c'est qu'au terme du processus, qui pourrait prendre quelques temps puisque les délais sont très longs, le tribunal pourrait reconnaître que vous avez subi de la discrimination et selon les circonstances, il pourrait condamner le propriétaire fautif à vous verser des dédommagements. Par contre, cela ne vous donnera pas accès au logement ni à aucun autre logement d'ailleurs. Donc, en parallèle de ces procédures auprès de la commission et éventuellement du tribunal des droits de la personne, vous devrez continuer vos démarches pour trouver un logement. Jusqu'à maintenant, on a vu les recours qui s'offrent aux locataires auprès du tribunal administratif du logement ou encore du tribunal des droits de la personne. Ce sont ce qu'on appelle des recours civils, puisqu'ils concernent le manquement d'une personne à ses obligations en vertu du Code civil du Québec ou de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Si vous croyez avoir été victime d'un acte criminel,
vous avez également la possibilité d'entamer un recours criminel. Si vous êtes victime d'un acte que vous considérez comme étant criminel ou si un de vos proches en est victime, vous devez contacter la police. La police pourra alors expliquer à la victime quelles démarches s'offrent à elle, y compris le recours criminel, et quelles sont leurs implications. Par la suite, ce sera à la victime de décider si elle va de l'avant ou non. Par contre, si des policiers ou des policières sont directement témoins d'un acte criminel, ils vont pouvoir entamer des procédures criminelles de leur propre chef. À ce moment-là, les enquêteurs vont tâcher de récolter des preuves permettant d'accuser l'agresseur soupçonné. Les crimes dont il est question dans cette capsule peuvent être assez difficiles à prouver, surtout en droit criminel. Mais si la preuve est suffisante, le dossier ira en général devant les tribunaux. Et il est très important à ce moment-là que la victime comprenne qu'elle risque fort d'avoir à témoigner au tribunal avec tout ce que ça implique sur le plan émotif. Si l'accusé est trouvé coupable, il pourra être condamné à la prison, à des travaux communautaires ou encore être mis à l'amende, etc. Si vous entamez des recours criminels, ce sera possible parfois d'entamer en parallèle des recours civils, par exemple auprès du tribunal administratif du logement. Pour terminer, voici les coordonnées de ressources qui peuvent vous offrir du support si vous vivez certaines des problématiques qui ont été nommées dans cette capsule. Tout d'abord, bien sûr, si vous vivez tout ça en contexte de logement et que vous êtes locataire dans Lanaudière, n'hésitez pas à appeler Action Logement Lanaudière. Si vous êtes locataire en résidence pour aînés certifiée, c'est-à-dire en RPA reconnu par le gouvernement du Québec, contactez CAAP Lanaudière, le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes. Voici les coordonnées de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui peut, comme je l'ai dit, vous donner un coup de main si vous croyez avoir été victime de discrimination dans la recherche d'un logement. Bien sûr, en cas d'urgence, vous pouvez appeler le 911. Également, vous pouvez appeler le 811 pour être orienté vers les ressources adéquates pour vous offrir du support. Voici les coordonnées de la ligne Aide Abus Aînés que les aînés peuvent appeler en tout temps, peu importe les problématiques qu'ils vivent, tous les jours de 8h à 20h. Voici les coordonnées du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Les CALAC sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel qui peuvent offrir du support aux personnes ayant vécu des agressions à caractère sexuel et à leurs proches. Vous avez les coordonnées des bureaux de Terrebonne et Joliette. Enfin, voici les coordonnées du tribunal administratif du logement, le TAL, qui peut répondre à vos questions et auprès duquel vous pourrez éventuellement entreprendre des démarches pour poursuivre votre propriétaire. Merci d'avoir visionné cette capsule sur l'intimidation, l'harcèlement, la maltraitance, la discrimination et le racisme. J'espère que ça vous a donné des informations pertinentes pour éviter d'avoir à vivre ce genre de situation et si jamais c'était le cas, pour pouvoir faire les recours adéquats. Si jamais vous avez des questions et que vous êtes locataire dans la région de Lanaudière, n'hésitez pas à nous appeler. Mais comme les réalités présentées dans cette capsule sont complexes, vous pourriez aussi contacter un avocat ou une avocate. N'hésitez pas également à visiter notre site internet qui offre une foule d'informations très pertinentes. Merci et bonne chance.